Vous dire dans un instant. « 1450 km en turbo. 1450 km sans s'arrêter. 1450 km avec un plein. Nouvelle Citroën BX Diesel Turbo, un plein de sensations. N'insiste pas. Moi, je vais pas. Très peu pour moi. J'aime vraiment pas tout ce tralala. Je suis mieux chez moi. Son film, je l'ai là. Je le vois très bien sur mon sabbat. Oui, oui, c'est ça. Image grand format. Et puis l'écran est tellement plat. C'est comme un écran de cinéma. Sabbat plein art. Mon 7e art. Sabbat, la technique qui simplifie la vie. Super sexy, soirée très chaude sur la une. Charmeur, envoûtant, les playboys ne cachent rien. Pulpeuses, langoureuses, les femmes dévoilent leurs fantasmes. Striptease, interview coquine, les mystères de votre vie amoureuse révélés par l'astrosexe. Super Sexy vous est présenté par 3615 PL Euro, l'horoscope de la nuit. Super sexy, nuit de désir sur la une. Et ce soir, conférence pour l'enfer. David Vincent sait qu'aucun des participants ne pourra en réchapper. Ellie, qui vient d'une autre planète, le sait aussi. Alors, l'aidera-t-elle pour faire capoter la conférence au sommet? Réponse tout à l'heure, à minuit 20, avec les envahisseurs. Catherine, Pierre et Jean ont consacré de longues années à une cure psychanalytique. Ils témoignent pour nous de leurs espoirs et de leur dépendance dans Voyages intérieurs à 1h10. Mais tout de suite, une dernière, on retrouve Joseph Poli. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Des meetings pour l'ouverture officielle de la campagne présidentielle, comme s'il en pleuvait. Nous ferons un tour de France complet et nous retrouverons ainsi les principaux candidats sur le terrain. Mais avant, nous allons faire le point sur l'odyssée du Boeing koweïtien, détourné il y a 3 jours en Iran. Il a décollé ce matin, il a tenté en vain de se poser à Beyrouth et il est ce soir à Chypre, à Larnaca, où nous allons rejoindre le correspondant de l'AFP. Je devais être Beyrouth, puis Damas. C'est finalement sur l'aéroport de Larnaca que le Boeing 747 des Kuwait Airways s'est posé ce soir. Dans l'après-midi, cet aéroport en bordure de mer, surtout fréquenté par les touristes venus chercher le soleil, avait été fermé pour empêcher l'atterrissage de cet avion, détourné depuis près de 5 jours. Le porte-parole du gouvernement chypriote n'a pas dit pourquoi l'avion avait finalement été autorisé à se poser, mais il a espéré qu'il en repartirait rapidement. L'avion était à bout de carburant et le pilote n'avait plus que cette possibilité, ou celle de s'écraser dans la Méditerranée. Mais revenons en arrière, Laurent Ben va nous raconter cette folle journée au cours de laquelle les otages, qui sont une 50aine, ont vécu, semble-t-il, des heures difficiles. L'atterrissage de l'avion à Larnaca aura été précédé d'un suspense de plus de 7 heures. Ce matin, sur l'aéroport de Meshhad, en Iran, les pirates de l'air réitèrent leurs exigences et menacent de faire sauter l'avion si celles-ci ne sont pas satisfaites. Les cris d'un passager et des coups de feu sont entendus. Un homme est même jeté hors de l'appareil. Vers 13h, heure de Paris, l'avion qui a reçu du kérosène décolle, destination inconnue. 3 heures plus tard, l'avion qui survole le territoire turc semble se diriger vers le Liban. À Beyrouth, les autorités de l'aéroport ont fait bloquer les pistes par des autobus pour empêcher tout atterrissage. Vers 17h, le Boeing des Kuwait Airways survole l'aéroport de Beyrouth. Des conversations entre le pilote menacé par un revolver et la tour de contrôle s'engagent. Nous voulons nous poser, nous avons des personnalités à bord et des gens malades. Les autorités libanaises refusent.
À son 11e passage au-dessus de la capitale libanaise, le pilote annonce qu'il va soit se poser en catastrophe, soit s'abîmer en mer. Des passagers sont amenés au micro pour implorer les autorités. Celles-ci refusent toujours. La tour de contrôle conseille alors au pilote d'aller vers Damas, mais l'aéroport syrien refuse de recevoir l'appareil qui se pose alors à Larnaca. Et voici le Tour de France promis, le Tour de France de la campagne présidentielle. Ils étaient tous en province, les candidats aujourd'hui, à commencer par François Mitterrand. C'était son premier grand meeting, c'était à Rennes, et devant une fresque de drapeaux, le président candidat s'est adressé à des milliers de supporters dans une ambiance bon enfant, sous le signe de la rose et des canotiers à l'effigie du candidat. Nous retrouvons à Rennes l'un de nos envoyés spéciaux, Françoise Hugues. Rose à la main, étoile à son destin, continue son chemin. Barbara, longue dame brune entonnant L'homme à la rose, chanson dédiée à François Mitterrand, et puis au terme de la mélodie, l'arrivée d'un candidat longtemps attendu. François Mitterrand aura joué ce soir sur tous les registres. Vibrant plaidoyer pour l'Europe, mais aussi pour ceux qu'il considère comme exclus. Les immigrés, les nouveaux pauvres, les Kanaks en Nouvelle-Calédonie. Et puis l'ironie sur tous ces candidats qui disent les mêmes choses. Visiblement pour François Mitterrand, les mêmes mots sont utilisés, mais les actes diffèrent. On est tous pour l'éducation. Mais on voit les crédits monter et on les voit descendre. On est tous pour l'Europe. Il y en a qui disent oui et il y en a qui font non. On est tous pour la paix. Il y en a qui y vont vite, il y en a d'autres qui y vont lentement. On est tous contre l'apartheid. Mais il y en a qui fréquentent et d'autres qui ne fréquentent pas. Autre facette du président candidat, le rassembleur. Avec un leitmotiv, il faut que la France s'unisse. Nous ne sommes pas, dit-il, un camp qui veut abattre un autre camp. Et ce clin d'œil amusé à ceux d'en face, nous ne sommes pas les bons, ils ne sont pas les méchants, même s'ils considèrent qu'ils sont les bons et que nous sommes les méchants. Jacques Chirac, lui, était à l'autre bout de la France, en Alsace. Il a passé l'après-midi à Kaisersberg, une cité médiévale où il a pris un bain de foule et mangé des saucisses. C'est la tradition là-bas. Ce soir, il parlait à Strasbourg et Ruth Elkrief l'a écouté. La campagne en décontracté. Cet après-midi, Jacques Chirac a arboré son bronzage et son sourire dans les rues de Kaisersberg, un petit village médiéval près de Colmar. Une manière de se montrer indifférent aux péripéties de la campagne et de continuer son petit bonhomme de chemin électoral ici, dans le village natal d'Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix, auquel Jacques Chirac a rendu un hommage rapide. Mais Premier ministre en campagne, le candidat n'a pas manqué de vanter au passage les mérites de sa politique pour l'Alsace et pour l'Europe depuis 1986. Même s'il voulait banaliser le premier meeting de François Mitterrand, pas question pour Jacques Chirac d'oublier la petite phrase désormais rituelle sur l'immobilisme du candidat président. Alors la France a besoin de tout aujourd'hui, sauf d'immobilisme. Aujourd'hui, il faut nous secouer. Si nous voulons assumer les responsabilités du renforcement des solidarités nationales, de l'efficacité économique indispensable et de la construction européenne de demain. C'est avec énergie, dynamisme et imagination que nous devons triompher de ces obstacles et non pas en rêvant au coin du feu. Jouer le look contre le discours, la jeunesse contre l'âge de François Mitterrand, c'est plus que jamais la tactique de Jacques Chirac. Alors je parlais de tradition tout à l'heure, il y en a une solide au cours de cette campagne. Lorsque l'un des deux candidats de la majorité va à Bordeaux, il est accueilli par Jacques Chaban-Delmas, le maire. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui pour Raymond Barre. Raymond Barre qui a pris lui aussi un bain de foule dans les rues piétonnières de Bordeaux. Après cette brève rencontre avec le duc d'Aquitaine, il tenait meeting ce soir. François Bachy a choisi pour nous un extrait de son intervention. Nous ne pouvons pas aujourd'hui pratiquer une fois de plus l'illusionnisme. Nous savons ce que l'illusionnisme nous a coûté il y a quelques années. Nous devons regarder les réalités en face. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est plus aux entreprises qu'il faut aujourd'hui demander des financements supplémentaires. Nous voulons, nous, citoyens, consommateurs,
conserver notre niveau de protection sociale, eh bien, supportons-en les conséquences financières. Mais n'allons pas demander aux entreprises de payer à notre place. Les entreprises ont autre chose à faire. On va vous dire, mesdames, messieurs, que ce langage-là, on ne le tient pas en période électorale. Eh bien, moi, je vous le tiens, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Nous allons maintenant nous intéresser au meeting de Jean-Marie Le Pen à Caen. Avant de parler devant son public, il a expliqué au cours d'une conférence de presse qu'il n'y avait qu'une seule façon de battre la gauche, c'est de lui prendre des voix. Et je suis le seul à le faire, a-t-il estimé. Catherine Naine nous propose un extrait du meeting. Au moment et à l'heure où les binious bretons et les tambourins sonnent le retour de tonton Cristobal à Rennes, il n'est pas mauvais, je le crois, de rappeler le bilan de François Mitterrand. Comment peut-on se vanter de politique libérale ou socialiste quand celles-ci aboutissent à 6 millions de pauvres? Quand on est dans cette situation, messieurs du pouvoir, on ne fait pas les malins, on ne gigote pas de la crête. Dernier meeting, ce sera le 5e, celui qu'a tenu Arlette Laguillet ce soir à Bordeaux. Elle a eu des mots très durs à l'égard de François Mitterrand. Le reportage d'Alain Hamard. Arlette Laguillet, pour l'ouverture de la campagne officielle, n'a pas fait dans la nuance et a choisi sa cible privilégiée. L'homme à abattre pour l'égérie trotskiste de lutte ouvrière, avant même Raymond Barre, Jacques Chirac ou Jean-Marie Le Pen, c'est François Mitterrand. Mitterrand accusé d'entrée de jeu, de trahison et de roublardise. Le Mitterrand de 1988 n'a même plus de promesses à faire aux travailleurs. Il leur sert la bibliothèque rose de ses prétendus bons sentiments. Il considère que cela suffit aux travailleurs, à eux qui constituent la majorité de son électorat, pour les convaincre qu'il est tout de même mieux que les autres, que les Chirac, que les Barre, et qu'il peut maintenant consacrer ses attentions aux autres, à cette frange de l'électorat de droite dont il a besoin pour se faire élire. Un avertissement qu'Arlette Laguillet a l'intention de répéter au cours de son meeting au Zénith le 17 avril, point d'orgue de sa campagne. Alors il faut maintenant parler de la polémique autour des comptes bancaires de Michel Droit. Une enquête de police a constaté que Michel Droit aurait reçu régulièrement de l'argent du Figaro après sa nomination à la CNCL. La loi, je vous le rappelle, interdit aux membres de la CNCL d'avoir d'autres revenus que leurs indemnités, que leur traitement. L'avocat adverse, Maître Bessis, pose la question, y a-t-il ou non une brebis galeuse à la CNCL? Il ajoute, les Français veulent une réponse, des policiers honnêtes, un magistrat honnête font des découvertes accablantes, je cite Maître Bessis, va-t-on les laisser faire leur travail? Réponse de Michel Droit, c'est un coup monté et une opération politique dirigée contre la CNCL. Il va d'ailleurs porter plainte. Il explique qu'il a démissionné du Figaro lorsqu'il a été nommé à la CNCL, qu'il a fait valoir ses droits à la retraite anticipée et qu'il a touché pour cela des primes et des indemnités. De plus, il a perçu une somme correspondant à une partie des droits d'auteur du Figaro Histoire, les pages jaunes du Figaro Magazine, dont il a eu l'idée. Rappelons que le parquet a demandé l'annulation de la commission rogatoire qui a provoqué l'enquête de police dont je parlais tout à l'heure. C'est demain qu'auront lieu les obsèques de la représentante de l'ANC en France, Lucy September. Aujourd'hui, une veillée funèbre a été organisée à sa mémoire et dans le cadre de l'enquête qui a été ouverte après son assassinat, 6 suspects ont été interpellés à Paris et en banlieue. 5 d'entre eux ont été libérés ce soir. Un 6e, un Angolais, est encore en garde à vue pour vérification d'identité. À l'étranger maintenant, nous vous disions hier soir qu'un accord était imminent à Genève entre les Pakistanais et les Afghans pour le départ de l'armée du RSS. Eh bien, cet accord a été signé aujourd'hui. C'est le médiateur de l'ONU, Diego Cordovez, qui l'a annoncé. Mais un accord, mais on a appris dans le même temps que les États-Unis poursuivraient leur aide aux résistants afghans tant que l'URSS accorderait la leur au gouvernement de Kaboul. Sur place, Didier Chauffier.
9 ans de guerre, 6 ans de négociations indirectes, et puis en début d'après-midi, l'aboutissement de Genève avec la bousculade des journalistes. Diego Cordovez, le médiateur de l'ONU, l'annonce, l'accord est signé, c'est une journée historique. La signature intervient au terme de négociations qui piétinaient depuis le 2 mars. Le retrait soviétique commencera donc le 15 mai prochain comme prévu, alors que sur le terrain, les bombardements continuent et s'intensifient. Le retour de ces soldats soviétiques qui semblent avoir perdu le moral depuis longtemps va donc s'étaler sur 9 mois. Au total, ils sont 115 000 répartis sur tout le territoire afghan, depuis le début d'une guerre qui a déjà fait plus de 1 200 000 morts. Messieurs Gorbatchev et Najibullah, après leur rencontre d'hier, semblaient persuadés qu'un règlement pacifique, tout au moins en apparence, était d'ores et déjà acquis. Cet accord est fondé sur 4 clauses principales comprenant le retrait militaire soviétique, les garanties de Washington et de Moscou pour l'application du traité, puis les dispositions du retour volontaire des 5 millions de réfugiés afghans se trouvant au Pakistan et en Iran. Et enfin, cette fameuse clause de non-ingérence étrangère, permettant malgré tout à Moscou de continuer à livrer des armes à Kaboul et à Washington d'en faire de même avec la résistance afghane. Résistance qui réclame toujours le départ de Mohamed Najibullah et la formation d'un gouvernement de transition. Au Honduras, des milliers de manifestants ont attaqué la nuit dernière le consulat des États-Unis dans la capitale. Alors la raison ? Eh bien, ils protestaient contre la remise du présumé trafiquant de drogue Mata aux mains des Américains. Ces incidents ont fait 2 morts et non 4, comme on croyait d'abord, et le président du Honduras a lancé ce soir un appel au calme. Alors Philippe Bochard, il y a longtemps que nous n'avons pas parlé dans ce journal de ce qui se passe sur les places boursières, puisque aujourd'hui c'est l'ouverture de la campagne officielle en France, aux États-Unis les primaires battent leur plein. Alors comment réagissent les bourses à tous ces événements politiques ? C'est triste, Joseph. Un esprit sain comme vous, vous êtes complètement drogué par la bourse. Ah bon, vous avez tort, mais oui. Par la bourse. Non, oui, c'est moi qui vous ai perverti. Eh oui. Mais vous savez, dans le tohu-bohu des partis politiques, des projets, on a oublié l'essentiel. L'important, c'est pas la rose, c'est le yen, comme dit Mazur, et c'est le dollar. Car ce qui se passe actuellement à New York est plus important que ce qui se passe à Paris. Car le sort de la croissance, de l'évolution des projets économiques dépend essentiellement des Américains. Paris, très simple, calme plat. La politique ne se fait plus à la corbeille. La bourse, c'est pratiquement au degré zéro, très peu de transactions. Balladur, Mitterrand-Barre, ça n'intéresse pas les financiers. En revanche, ce qui se passe à New York est beaucoup plus curieux. On assiste depuis quelque temps à un double phénomène. Le dollar plonge, soutenu à bout de bras par des interventions des banques centrales, alors que le Dow Jones et les valeurs américaines remontent. Pourquoi ? Très simple. Les Américains, essentiellement le Parti républicain, veut la réélection du président Bush, entre guillemets, les présidents républicains. Donc, la logique, c'est de desserrer le crédit, de faire repartir la croissance, mais de faire plonger le dollar. Si bien qu'on assiste depuis quelque temps à un double mouvement, à une remontée du Dow Jones, anormale, il faut bien le dire, et à un effritement du dollar qui est tenu qu'à un cas un peu par tout le monde, et notamment par les Japonais. Et Tokyo est au plus haut. Les Anglais ont une livre super spéculative et ils baissent leur taux d'intérêt, alors que les Allemands en ont assez de payer pour soutenir le dollar, et eux ont fait savoir aux Américains qu'ils ne voulaient plus continuer. Alors on est en pleine confusion, et on attend la réunion du G7, des 7 ministres des Finances, qui comme d'habitude vont dire qu'ils soutiennent la monnaie américaine. Ça va avoir lieu la semaine prochaine. Qui aura lieu mercredi prochain à Washington, avec les ministres des Finances des 7 grandes puissances industrielles, qui vont dire comme d'habitude qu'il faut soutenir la monnaie américaine, et que les Américains vont prendre des engagements pour réduire leur déficit, comme d'habitude. Si bien qu'on est vraiment dans le noir, et on attend avec impatience cette réunion de mercredi, dont vraisemblablement il ne sortira pas grand-chose. On vous retrouve tout à l'heure pour les cours de la bourse. Je viens d'apprendre à l'instant que l'état d'urgence avait été décrété au Honduras après les événements de la nuit dernière. Alors le sport, pour terminer ce journal avec Jean-Louis Bernardelli. D'abord la première journée victorieuse de la France en Coupe Davis contre l'Australie à Clermont-Ferrand. Et du match nul en football entre le PSG et le Matra Racing en match avancé du championnat de France. Premier spot de la journée, la Coupe Davis. L'équipe d'Australie est très jeune, c'est la décision du capitaine Fraser contre une équipe de France a priori imbattable. Yannick Noah laissera quand même un set à Darren Cahill. Il bataillera très fort et gagnera en 4-7, 3-6, 6-4, 6-4, 6-2.
Mais il a eu du mal. Décidément, les jeunes ne respectent plus rien. Deuxième match, Woodford contre Lecomte. Après un bon début, le Français perd 2-7 coup sur coup. C'est à l'épuisement qu'il battra le jeune Australien. 6-3, 7-9, 3-6, 7-5, 6-0. Et on serre la main de tout le monde. La France mène 2-0. Bravo! Deuxième spot sportif de la soirée, le match PSG-Matra. Celui qu'aucune des deux équipes ne devait perdre. Tout le monde est nerveux. On rate de superbes occasions de but. Ici, Crimo passe tout près. Mais seulement tout près. Raté. C'est en deuxième mi-temps que l'on va marquer. But de Crimo pour le Matra Racing, 14 minutes après la reprise. Au passage, notons que l'arbitre aussi était peut-être nerveux. Il n'a pas cru devoir siffler ceci qui ressemblait carrément à une faute dans la surface de réparation. À 4 minutes de la fin, le PSG égalise par Sanjak. Il était temps, le PSG risquait les matchs de barrage du championnat. La météo pour demain, eh bien, le temps sera maussade un peu partout, sauf peut-être dans le midi. Alain Gillot-Pétré. Pas terrible le temps du week-end, c'est le moins que l'on puisse dire, parce qu'il ne se passe rien dans le ciel. La dépression ici sur l'Espagne n'est pas très active et l'anticyclone au nord de l'Europe est beaucoup trop au nord pour nous apporter un temps franc et massif. Ça va nous donner quoi? Des brumes, des brouillards le matin et l'après-midi. Encore un ciel relativement nuageux du grand sud-ouest jusqu'au golfe du Lion, avec par-ci par-là quelques ondées, y compris également sur la Corse. Sur le reste de la moitié sud, de l'embouchure de la Loire au Massif central, aux Alpes et au littoral méditerranéen, un ciel variable, alternant les éclaircies petites et les passages nuageux. Et sur le reste de la moitié nord, ciel bas, plombé, avec quelques gouttes de bruine par-ci, par-là. Côté température, heureusement, ça reste relativement doux. Donc nous irons de 10 à 13 degrés sur la moitié nord, 11 à Paris, et de 15 quand même, de 15 degrés de minimum sur la moitié sud, à 18 degrés sur le littoral méditerranéen. Vous remarquerez cette jolie courbure à 18 degrés sur la Grande Bleue. Faites avec, je n'ai rien d'autre en magasin. Prochain rendez-vous avec l'information, 7h, Jean Offredo, Bonjour la France, d'Ajaccio, 13h-20h, Bruno Mazur dans ses œuvres, et maintenant le docteur Philippe Beauchamp. Bonsoir à tous et à toutes. En plein Gillot-Pétré, la situation sur les marchés financiers ressemble comme toujours à la météo. Le Dow Jones remonte de 28 points ce soir à New York. Le dollar, je vous l'ai dit, est en baisse. Paris est pratiquement toujours aux alentours de zéro. Voici les principaux indicateurs économiques de la soirée. À New York, donc, le dollar est en baisse contre le franc 5,67. Le Dow Jones remonte encore 2090 points, nettement au-dessus des 2000. En revanche, à Paris, la montée est beaucoup plus faible, indicative, 0,48%. Le lingot est bizarrement un peu en hausse, 82 000 francs. Le Napoléon est inchangé, 514. Ce n'est pas tout à fait le mystère de la Grande Pyramide, mais c'est presque pareil. Le dollar est dopé par les interventions, les rumeurs plus ou moins entretenues, sur les interventions précisément des banques centrales, la volonté des gouvernements, des grands pays industriels de soutenir le billet vert à tout coup. On attend donc cette réunion du G7 qui doit avoir lieu mercredi à Washington. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on attend mais sans grand espoir car le communiqué est déjà rédigé et près d'avance. On va dire comme d'habitude qu'il faut défendre les parités à leur niveau actuel, qu'il faut réduire le déficit américain sur le plan budgétaire et réduire le déficit commercial américain. Ça, c'est ce qu'on dit, mais quand on voit les résultats, ce soir à New York, le dollar est de nouveau légèrement en baisse, 5,67 contre le franc, 1,6740 contre le Deutschmark, 125 yens, et l'once d'or remonte très légèrement au-dessus de 451 $ l'once. Voilà pour les chiffres. Les Américains ont une attitude et une démarche toujours ambiguës. Les Américains, d'après ce qu'on peut savoir de Paris, d'après les dépêches, d'après les déclarations des banquiers, les Américains veulent soutenir à tout prix la candidature Bush et leur volonté est donc de desserrer le crédit et non pas de le freiner comme ce serait logique.
Si le crédit est desserré aux États-Unis, les affaires repartent, ce qui vous explique la bonne tenue du Dow Jones. Wall Street pavoise, mais pour combien de temps? Car ce jeu, assez ambigu et dangereux. Depuis un an, depuis les accords du Louvre, dont M. Balladur avait été l'un des promoteurs, on s'est efforcé de colmater les brèches sans plus. Les problèmes demeurent, et tant que les problèmes de base, je veux dire le déficit américain, le déficit commercial et la flambée de consommation anormale des Américains, tant que ces problèmes subsisteront, il ne faut pas compter sur une fin de la crise financière. Autre élément important ce soir, le sterling. Je ne vous en ai pas parlé depuis longtemps, mais le sterling continue de monter de façon anormale. Et là, c'est la Dame de Fer qui est intervenue, qui a baissé les taux d'intervention de la Banque d'Angleterre, qui ont été ramenés à des niveaux comparables à ceux qui existent en France, c'est-à-dire 8%. Pourtant, il y a eu une poussée d'achat sur la livre sterling, qui est un peu anormale là encore. Paris, j'ose à peine vous en parler, la remontée de 0,48 aujourd'hui n'est pas très significative. Le volume des transactions est en gros le 6e de ce qui existait il y a 6 mois, après le crack, donc on a encore baissé. L'indice du CAC est de 287, en légère remontée par rapport à ce qu'il était à la fin de la semaine dernière. En réalité, Paris ne suit même pas New York. Paris est tout à fait dans l'attente, et pour des raisons évidentes, tant qu'on ne connaîtra pas le nom du président, inutile de faire des achats spéculatifs. La bourse fait la pause, c'est bien normal, et tout se joue maintenant sur ce que sera la politique américaine. On en saura peut-être plus à la fin de la semaine prochaine, après la réunion du G7 à Washington, après que ce soit manifesté peut-être un peu plus clairement la volonté des Américains qui ont le choix entre deux politiques, soit une politique relativement rigoriste en montant leur taux d'intérêt et en défendant le dollar, soit une politique laxiste qui consiste plutôt à laisser filer le dollar vers le bas et à soutenir l'activité. Pour ma part, et comme beaucoup d'observateurs financiers d'Europe, je pense que les Américains préféreront l'élection de Bush, donc l'Amérique d'abord, et s'intéresseront après aux problèmes monétaires européens. En attendant, je vous retrouve lundi pour un nouveau rendez-vous. AXA, 3500 agences, 3500 conseillers. Avec la Fédération française de ski et la carte neige, un parcours sans faute.